Bonsoir Rémi. Bonsoir David. Donc ma première question, ça serait tes débuts dans l'ufologie. Oh, les débuts, ça remonte à loin. Ça remonte à l'âge de 16 ans, dans les années 1969, à peu près 1968 ou 1969. Et c'est un copain, j'étais en quatrième, c'est un copain qui m'a mis 2 livres de Robert Laffont dans les mains, qui étaient du nouveau sur les soucoupes volantes et des soucoupes volantes, affaires sérieuses. Et il m'a donné, c'était des livres qui étaient, bon, à l'époque, qui sortaient de l'ordinaire. Tout le monde se précipitait sur ces collections-là. C'était comme les collections J'ai lu, les petits formats, les collections J'ai lu rouges, là. Oui, l'aventure mystérieuse. Et voilà, c'était 2 collections qui étaient menées en parallèle et qui parlaient aussi de soucoupes volantes. On parlait de soucoupes volantes, on parlait plutôt que de parler ovni. Donc il m'a mis ces 2 livres-là dans les mains. Puis moi, bon, j'ai dit, tiens, je vais lire ça. Et puis j'ai pris ça au premier degré, hein. Tu prends ça à l'école en quatrième, tu prends ça au premier degré, hein. Et puis donc, j'ai lu tout, je les ai dévorés ces livres. Et puis j'ai dit mais c'est incroyable. J'ai appris des trucs. Je pensais pas qu'il y avait des ovnis, des soucoupes volantes qui venaient d'autres planètes. Je pensais pas qu'il y avait des humanoïdes, enfin que c'était habité, qu'il y avait d'autres entités qui venaient nous voir, qui venaient nous visiter, tout ça. Tu vois, je prenais tout ça au premier degré. D'accord. Et puis donc, je suis parti là-dedans, quoi, à fond. Mais après, par la suite, bon, j'ai eu mon bac, et puis j'ai été à l'université. Par contre, à l'université, j'ai compris, on m'a fait comprendre qu'il fallait pas trop en parler, sinon c'était moins 2 points sur la copie. Ah oui, d'accord, carrément. Parce que là-bas, c'est les rationalistes, c'est les physiciens, c'est les chimistes, c'est les mathématiciens, j'étais en biologie. Ah oui. Et donc là, il ne fallait pas trop parler de choses comme ça, parce que ça dérangeait un peu la rationalité de ces sciences-là, qui c'était des sciences exactes, comme on dit. La biologie n'étant pas une science exacte, mais les sciences exactes comme les mathématiques, la chimie, et puis la physique, évidemment, ça coinçait, quoi. D'accord. Parce que de base, c'était donc un sujet qui était, avant qu'ils te fournissent les livres, c'était complètement étranger. Ah non, j'étais complètement ailleurs. Oui. Je faisais du sport, il y avait que le sport qui m'intéressait. D'accord. Mais quand on m'a donné ces 2 livres-là, je pensais faire mes études que dans un but, c'est plus tard m'intéresser aux sciences, parce que j'avais pas une formation scientifique, j'ai une formation économique. Ah d'accord. J'ai fait un bac économique. Parce que, bon, moi j'étais pas très bon en physique, maths, etc., parce que j'ai jamais aimé ça au départ. Mais après, je me suis forcé à aimer ça pour pouvoir justement faire des sciences en université et m'intéresser indirectement au phénomène ovni. Mener ces 2 choses-là de front, parallèlement. Oui, je comprends. Et donc, franchir le pas après d'être ufologue. Alors, après, donc, ufologue, je suis pas. Donc, quand on s'intéresse un peu aux ovnis, comme je me suis intéressé, on n'est pas ufologue, on est ufophile. Oui. Hein, ufophile. Et puis, je suis devenu ufologue quand je me suis intéressé, quand j'ai commencé à m'intéresser en 98, disons, un peu plus sérieusement à l'ufologie, avec le Sceau. Le Sceau, c'était un centre de conservation d'archives ufologiques. Voilà. Alors j'ai pris contact avec eux et puis ils m'ont dit à cette époque-là, bon, il y a des ufologues, il y a des archivistes, il y a un peu de tout, hein, non. Mais ils font de l'ufologie. Il y a toutes les tendances aussi, il y a les croyants, il y a les sceptiques, il y a les debunkers, il y a tout ce que tu veux. Mais ils font abstraction de tout ça et ils sont quand même, ils travaillent tous ensemble, ils arrivent à travailler tous ensemble, c'est déjà pas mal. Donc, en 98, j'ai adhéré au Sceau, parce que ça m'intéressait comme organisation. Et puis c'était Gilles Durand qui m'a dit, écoute, qui était le secrétaire général du Sceau, il a dit, on n'a personne dans Lyon, il dit, ce serait bien que, comme tu es là-bas et puis que tu n'as rien à faire, enfin, tu n'as pas grand-chose à faire, quoi. Tu es sur place, tu pourrais aller dans les archives, par exemple, les bibliothèques, les archives départementales, faire des recherches dans les journaux pour voir les coupures de presse, etc. Alors il m'a donné quelques tuyaux, hein, pour les années, les vagues, etc., parce que je ne connaissais pas tout ça. Et puis j'ai donc été pendant 30 ans, j'ai fait une période de 30 ans à chercher dans les journaux Lyon Républicaine.
tous les articles de presse que j'ai pu trouver sur l'ufologie, les ovnis, les soucoupes volantes, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc, mais localisé dans le département de Lyon. Et puis des fois, il parlait aussi, par exemple, des ovnis en Argentine, ou des ovnis avec le Concorde, ou des machins comme ça. Enfin, il y a eu plusieurs... Et donc, moi, j'ai photocopié tous les articles de presse concernant ça, et j'en ai fait des compilations. J'en ai fait 3 volumes épais comme ça. Ah oui. Tu vois? C'est des volumes de plus de 100 pages. Et donc, je leur ai fait des compilations, puis je leur ai dit voilà mon travail, j'ai fait ça. Ils ont trouvé que c'était un travail intéressant pour leurs archives, parce qu'ils collectent toutes les archives sur l'ufologie, hein, dans Lyon, et puis dans les pays francophones, hein, comme la Suisse, la Belgique, etc., le Canada aussi, tout ça. Oui, oui, oui. Et puis donc, là c'était intéressant. Après, il m'a dit, ce qui sera intéressant aussi, c'est que de ton côté, tu fasses une recherche personnelle de cas. D'accord, oui. Ah, donc que tu deviennes ufologue et que tu ailles sur le terrain. J'ai dit, mais oui, mais comment je vais faire, moi Oui, pour trouver des témoins, c'est trouver des témoins, je frappe à la porte, monsieur, vous avez vu un ovni Alors il m'a dit non, il dit, tu fais comme les politiques, tu colles des affiches et tu vas avoir des réponses. Alors il m'a fait les premières affiches, OVNI, appel à témoins, etc. Ouais. Et tout ça. Et moi j'allais avec mon tube de colle coller les affiches, etc. sur les... Et ça a commencé comme ça. Et j'ai eu des témoignages. C'est ce que j'allais te dire, oui, t'as les résultats. Oui, oui, j'ai mis mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email. Et puis j'ai eu des résultats, les gens m'ont appelé. Et puis j'ai commencé comme ça. Alors j'ai commencé par faire aussi des petits fascicules suite à ça. J'ai fait des petits fascicules de témoignages que j'avais, des témoignages résumés. Et puis je les ai publiés avec un éditeur qui s'intéressait à l'ufologie. D'ailleurs c'est lui qui m'a contacté. Parce qu'il y a un archéologue qui lui a dit, tiens, il y a un monsieur qui passe des publicités dans le Cricket Magazine. Cricket Magazine, c'est un magazine publicitaire avec des ovnis, appel à témoins, parce que j'ai aussi passé des articles dans Lyon Républicaine. Est-ce que vous avez vu des ovnis, tu sais, des petits articles comme ça, un peu partout. Il n'y avait pas que les affiches que je collais, il y avait aussi ces petits encarts que je faisais dans les journaux. Et donc, il a pris contact avec moi et puis il a dit ce serait bien que vous publiiez quelque chose, qu'on travaille ensemble et que vous publiiez quelque chose sur ce que vous avez fait. Alors, comme je n'avais pas fait grand-chose, j'ai commencé par faire des petits fascicules. J'en ai fait 3. Puis après, j'ai fait un plus gros livre et puis après, encore un plus gros livre. Et j'ai fait, comme ça, 5 livres. On peut dire, parce que lui, les fascicules, pour lui, c'est des livres. À partir du moment où il y a un ISBN, c'est un livre. Alors, il considère qu'on a fait 5 livres sur le sujet, mais ces 5 livres, ça représente plus de 350 cas que j'ai récupérés dans Lyon. Ouais, c'est beaucoup. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut dire. Hein. D'accord. À peu près. Parce que j'avais noté dans ton livre, tu avais répertorié le premier cas que j'ai vu, c'est en 1872. Oui, c'est mon éditeur qui me l'a trouvé dans un journal sénonais. Ouais, d'accord. Il a trouvé ça. Il y avait 3 soleils. Comment t'expliques qu'il y ait 3 soleils? Ouais, 3 disques, si tu veux, des sphères ou des disques ou je ne sais pas trop quoi, mais... Incroyable. Ça, alors donc c'était reporté, il a trouvé ça, donc on l'a mis dans le phénomène OVNI. Ne sachant pas, alors bien sûr on n'était pas témoin, il n'y a pas de témoin, on n'a pas de témoin de l'époque, mais ne sachant pas ce que c'était, on a quand même signalé l'événement. Alors tout est référencé hein, chez moi. Quand c'est une enquête, on met enquête RF, enquête Rémi Fauchereux. Quand c'est un journal, on met les références du journal ou le magazine, etc. Et, tout. Et on a conservé l'anonymat. Par contre, moi, je connais tous mes témoins. Oui. Tous mes témoins, je les connais. Je les ai rencontrés, j'ai leur adresse, j'ai leur numéro de téléphone, leur email, etc. Mais on a décidé de garder l'anonymat total dans tout ce qu'on publie. Ouais. Il y a peut-être un cas ou 2 où on a mis, pour le cas de Sauvigny-le-Bois, le gars qui est décédé maintenant, qui a fait la guerre de 1914, tu vois, il est décédé depuis. Alors, parce qu'elle avait été enquêtée aussi par le GEPA. Enfin, le GEPA, c'était le CEPRA ou je ne sais plus quoi à l'époque. C'était Poher qui avait enquêté là-dessus. Il avait cité son nom, donc nous on a dit c'est pas un problème pour citer son nom. On n'a même pas besoin de contacter la famille. Et c'est marrant parce que on a retrouvé. Tu te rends compte comme quoi les recherches des fois durent longtemps, des fois plusieurs années pour un cas.
On a retrouvé la petite fille qui habitait à côté, à Poigny, du grand-père qui avait vu le phénomène se poser dans son jardin. Voilà. Alors on l'a retrouvée, elle était infirmière en psychiatrie et donc on l'a retrouvée là, elle habitait à Poigny, elle logeait à Poigny. Et j'ai retrouvé par hasard par une femme qui un jour me signale un cas et puis je lui parle de cette affaire, justement en lui montrant mon livre où j'avais publié ça. Mais elle dit mais ce nom-là je le connais, elle dit j'ai dit je cherche justement s'il n'y a pas des témoins, puisqu'on savait qu'il y avait une petite fille de 16 ans ou de 5 ans, non c'est pas 16 ans qu'elle avait, c'est 5 ans je crois, qui avait été présente lors de l'atterrissage, etc. Si on pouvait la retrouver maintenant, parce qu'elle serait encore jouable à l'époque, à notre époque de la voir, même elle sera âgée, elle sera à la retraite quoi, mais on pourrait la voir. Mais elle dit mais je la connais, elle dit qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? Je dis elle était infirmière en psychiatrie. Et comment c'était son prénom? C'était un tel. Ah ben, elle habite là à côté, puis elle est de ma famille en plus de ça. Ah, d'accord. Tu vois des trucs, c'est vraiment, c'est incroyable. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, comme on dit. Comme tu dis, oui, c'est vrai. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et puis on a sympathisé, puis elle m'a raconté son histoire. Et puis c'était bien elle, parce que quand on est rentré dans sa maison, il y avait le portrait de sa grand-mère et son grand-père, on les a reconnus tout de suite. Et là, c'était une famille qui en parlait entre eux, quoi, je veux dire, parce que des fois, il y a des... Oui. La personne qui a vu, Oui, c'était, on peut dire le nom, hein, maintenant, c'est la famille Monin. D'accord. La famille Monin de Sauvigny-le-Bois, qui avait eu ça, c'est le grand-père Monin, qui avait été gazé en 14, là. Et bon, il est mort depuis longtemps maintenant. Il avait donc vu ça, et il y avait même eu dans les archives de l'INA, un film qui avait été fait sur lui, pour les actualités régionales, enfin les régionales ou nationales, sur lui qui avait été fait, parce que c'était quand même un gros truc, c'était comme un œuf, tu sais, mais un œuf que tu vois à l'horizontale, qui est venu de l'horizon, et puis qui s'est posé dans son jardin, et puis il y a un petit être d'1,60 m qui est descendu, il y avait des flammes de chaque bout. Il est descendu comme un bonhomme Michelin, tu sais. Puis il est descendu, il a regardé, puis il est remonté, puis le truc est reparti. C'est incroyable, les témoignages comme ça de alors, RR3. Oui, c'est une RR3. Tu sais, en fait, ça n'a pas de sens. Ben non. C'est ça le truc. Ben ça n'a pas de sens, à chaque fois tu te demandes, mais quelle est la logique Oui. C'est vrai, hein, ils font un manège, c'est incroyable quand même. Ben alors donc ça a été quelque chose de solutionné. On a trouvé la famille, on a trouvé les descendants, tout ça. Donc on a des preuves, quoi. On a des preuves sérieuses et puis des témoins. On a des témoins directs, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant, ça. Tu as pu enquêter comme tu voulais avec témoins, etc. C'est bien. Et tu me parlais de vagues tout à l'heure, et justement, il y a une vague importante, la vague de 1954. Oui, il y a eu beaucoup de choses. La vague de 1954, c'était énorme. Ça a concerné toute la France. Il y a eu des milliers d'observations. Il y en avait eu tous les jours dans les journaux. Il y en avait. C'est incroyable. À l'époque. 3 mois, mais c'était Ah oui, il y avait puis alors des trucs, des DRR3, des machins comme ça. Hein, des gros trucs. Quoi. Ah oui, des cigares qui se posent au milieu de la route, des soucoupes qui se posent devant une colonie de vacances, comme à l'Insec, là, avec Bertrand Meust, on essaie de retrouver les descendants, parce que les enfants de la colonie de vacances à l'époque, ils avaient quoi en 54, peut-être 10-12 ans. Ils auraient 80 et quelques années maintenant, ce sera encore jouable de les trouver. Moi j'ai réussi à remonter toute la filière jusqu'à Douai, à la cave de Douai, où ils ont toutes les listes des enfants qu'ils envoyaient en colonie de vacances. Et puis on m'a imposé le secret administratif. On m'a dit, je suis désolé, on ne peut pas vous les donner. Et on n'a rien pu faire. Alors on est en train de voir si avec les personnalités du CNRS, du GEPA, etc., ou du GEPAN, on ne peut pas arriver à faire lever le secret pour essayer de retrouver des témoins directs, si tu veux, de l'époque. Ce serait intéressant, ce serait vraiment une enquête intéressante. Mais tu vois comme quoi une enquête de 54, aujourd'hui, hein, en 2024, on continue encore à...
c'est ce que j'allais dire. Ouais, donc je te disais, en fait, par rapport à la vague de 54, moi j'ai voulu fêter un petit peu entre guillemets les 70 ans là, cette année, et je me suis intéressé au cas de Dige. Oui, le cas de Dige, oui. Ouais, avec la fermière, enfin la bergère et la vieille dame. Pareil, le cas de Dige, donc il y avait la dame, et puis il y avait une fille de 16 ans. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, c'est ça, la bergère. Eh bien, moi, par l'intermédiaire du café de Charbuis, au café de Charbuis, il y a eu des gérants qui tenaient ce café-là, dont le mari de la fille, c'était la fille qui tenait le café, le mari, le père, pas le mari, le père. Un jour, je lui parle de Dige, il me dit, mais c'est de ma famille. Ah oui. Mais j'ai dit, mais alors la fille de 16 ans, ben, il dit, ben, elle est mariée, elle habite du côté de Sens. Mais j'ai dit, mais on pourrait la voir. Ben, je vais rentrer en contact avec elle. Et puis, alors elle m'a écrit, elle m'a fait une lettre, etc. et tout. Et elle m'a bien dit qu'à l'époque, ils avaient été tellement ridiculisés qu'ils ne voulaient plus du tout en entendre parler. C'est normal. Plus du tout en entendre parler. C'est dégueulasse, moi je dirais carrément dégueulasse, parce qu'en fait, quand je vois toutes les coupures de presse qu'il y a eu sur ce cas... Ça allait jusqu'en Afrique, jusqu'en Afrique ils en ont parlé. Alors, le journal africain. Australie j'ai trouvé aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Angleterre. Oui, ils en ont... Il a fait le tour du monde ce cas-là. Et moi je dirais qu'en fait ce qui est un peu dégueulasse dans l'histoire, c'est que les journalistes français, entre autres, ils ont fait leur chou gras sur ce cas, et ils ont pris les deux femmes pour des imbéciles, parce qu'en fait ils ont dit que c'était les hélicos de l'époque. Des Bell 47, oui. Des Bell 47. Et moi j'ai vu un Bell 47 se poser là, je l'ai photographié, et je peux te dire que ça ne ressemble pas du tout au dessin qu'ils avaient fait. Alors qu'elle c'était une soucoupe. Ah oui. C'est pas parce que c'est des paysannes ou quoi qu'ils confondent avec... On leur avait fait faire des dessins, et les deux dessins se ressemblent à gros. Mais un Bell 47, ça ne ressemble pas du tout au dessin que... Ah non. En fait, ils ont dit ça parce que y a la bergère donc avait dit qu'il y avait comme des patins en dessous, mais même la taille elle correspond pas, parce que sa patronne à la bergère, j'ai cherché, et en fait elle a été voir tout de suite après quand le truc il est parti sans aucun bruit, et dans l'herbe il y avait des traces, des patins, enfin patins entre guillemets, mais ça faisait que 10 cm. Un hélico, les patins, ça fait pas que 10 cm, ça colle pas. Non, ça. Et puis, non, mais ça n'allait pas. J'en avais parlé à GG, là, le gars qu'on a vu là, de la tour, et il m'a dit, tiens, un Bell 47, il dit, va le photographier, il dit, tu pourras comparer avec ce qu'on t'a dit dans le cadre de Dige. Et donc, on a comparé, effectivement, les dessins, c'est pas du tout les mêmes. Quand tu vois un Bell 47, c'est un truc d'origine, de l'époque, qui avait été retapé, tu vois, et le gars, comme on retape une vieille voiture, et puis les gens roulent en 4L ou en 2 chevaux, etc., et ben lui, il retapait les vieux hélicoptères, et puis il volait comme ça. Une chance inouïe qu'on ait un Bell 47 qui se pose là, tu vois. Et donc, j'ai pu photographier, et puis voir que ça n'allait pas du tout, quoi. Les dessins correspondaient pas, ça coïncidait pas. C'est ça, oui. Non, ils sont appuyés sur le fait qu'ils n'avaient pas de connaissances, mais quand même, entre confondre un hélicoptère et c'est ridicule. Non, c'est comme quand on dit vous avez vu un ovni, oui, mais c'est la Lune que vous avez vue. Oui, c'est ça. Ou alors, ce qui est à la mode en ce moment, c'est les lanternes thaïlandaises. Oui, aussi, oui. Alors, je veux bien, moi, mais les gens ne sont pas des imbéciles, ils savent tous ce qu'est la Lune, de ce qu'est un ovni. Quand même, oui. Un ovni, c'est qui a un comportement un peu bizarre, qui se balade comme ça, en ligne brisée, etc. Ça à 90 degrés. Ça, on ne sait pas faire. Hein. En aéronautique, en spatial, en tout ce qu'on veut, on ne sait pas faire. La Lune, elle ne bouge pas, elle est pas... Voilà, elle est statique. Non, il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Mais ça, c'est les sceptiques qui disent ça. Oui, et puis le cas de Dige, en plus, ce qu'ils ont noté, les deux femmes, enfin les deux témoins, c'est qu'il n'y avait aucun bruit. Alors qu'un Bell à côté d'elle, les rotors et tout ça. Je te ferais croire que même un Bell 47, ça fait du bruit. Hein. C'est ça, oui. Un hélico... Oui, ça fait du bruit. Hein. Ah bah oui, hein. Non, c'est clair. Puis tu le vois, tu l'entends venir de loin. Hein. Même un petit Bell 47, tu l'entends venir de loin. Ah oui, aussi, je voulais te parler de la vague du 5 novembre 90. Alors j'ai fait un petit fascicule sur le 5 novembre 90 dans Lyon, moi. Alors donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu deux phénomènes finalement. À mon avis, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu la rentrée atmosphérique, c'est indéniable puisque ça a été prouvé par la NASA, par le CNES, etc. Mais il y a aussi un phénomène ovni à côté qui était, parce qu'il y avait des cas, comme on dit, dérangeants.
Voilà. Il y avait des sphères, il y avait des triangles, il y avait des trucs. Moi j'ai un cas à Neuville-Sautour, le gars m'a dit j'ai vu un truc qui faisait 1 kilomètre de long, un rectangle qui faisait 800 mètres de côté, avec plein de petites croix rouges tout autour, avec aux 2 tiers de l'objet, enfin il l'a vu en dessous, hein, il était en dessous, hein. Il est passé au-dessus du clocher de l'église de Neuville-Sautour. Et il m'a dit, il éclairait avec un faisceau de couleur bleu clair le sol. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une rentrée atmosphérique qui fait ça. Oui. Il n'y a pas de... On n'a jamais vu de rentrée atmosphérique éclairer le sol avec un faisceau bleu clair, quoi. C'est comme les rayons tracteurs des soucoupes volantes, on montre la soucoupe volante avec un faisceau qui éclaire le sol, etc. Et ben, alors ça, c'était... Puis alors, il y avait des lumières partout en dessous, etc. Un fatras de lumière de toutes les couleurs, c'était incroyable. Et à l'arrière, comme 2 grosses tuyères, etc. Comme, tu sais, des traînées d'avions, etc. Ah oui. Et on a suivi, alors cet objet-là, on l'a suivi depuis Auxerre, avec les témoins d'Auxerre, jusqu'à Neuville-Sautour. Et après, on sait qu'il a pris la direction de Troyes. Donc il a pris nord-est. Il a suivi nord-est. Impressionnant, 1 kilomètre. Ouais. Ah oui, il a dit c'était énorme. Hein. Alors il a essayé, comme c'était un radio-amateur, les fréquences de radio-amateur pour voir s'il entendait quelque chose. Il a voulu le filmer, manque de chance, les batteries étaient à plat. Que des trucs comme ça, quoi. Il a fait sortir sa femme a été témoin, donc. Et puis il y a un monsieur à Lasson, un peu plus loin, qui a vu ce phénomène-là. Un petit peu plus loin de Nuit-Sautour. C'est énorme déjà, ce cas-là, dans la vague du 5 novembre 90, c'est un sacré cas celui-là. Autrement, il y a eu d'autres cas, comme à Beru, je sais plus où ça se trouve, c'est pareil. Le gars a vu un truc, c'était aussi absolument énorme. Énorme. Ça a été publié dans 400 ovnis au-dessus de la France. Je ne sais plus qui a écrit le livre. Je ne sais plus son nom. Je l'avais son nom encore tout à l'heure en mémoire, je l'avais plus. Mais il y a eu des trucs, des phénomènes qui ont été vus. C'était comme 2 terrains de football, quoi. C'est impressionnant. Ouais, il y a eu des triangles, il y a eu des sphères avec des hublots, il y a eu à côté, une rentrée atmosphérique, maintenant on sait ce que c'est, parce qu'à l'époque ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'en avaient jamais vu, jamais filmé les scientifiques. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Alors donc j'ai jamais vu ça. Après on en a vu, on savait ce que c'était, on les a filmés, et il y en a qui ont dit oui, c'est ça qu'on a vu, et il y en a d'autres qui ont dit non, c'est pour ça qu'on a vu. Ouais, voilà. Nous on a vu une sphère avec des hublots, c'est pour ça qu'il y a eu des cas, il y a eu les 2 cas pour moi. Oui, voilà. Comme si le phénomène avait profité de la rentrée atmosphérique. Ben voilà, c'était assez intéressant. C'était intéressant parce qu'il y en a qui ont pris cette hypothèse-là. Ouais. Ils sont sortis de cette hypothèse-là, ils ont dit la rentrée atmosphérique, ça a entraîné le phénomène OVNI. C'est incroyable. Ça. Voilà. Ouais. Comme ils ont dit, ils sont venus voir ce que c'était qui rentrait dans l'atmosphère. Oui, il y a une interaction. C'est marrant. Et toi, dans tous les cas que tu as enquêté dans la région de Dionne, il y en aurait eu un qui est sorti du lot, qui t'a vraiment marqué plus que les autres? Moi, c'est celui de Neuville-Sautour, parce qu'il est énorme. Hein. Il est énorme, celui-là. C'est vrai qu'un kilomètre... Ah oui, c'est le cas le plus grand que j'ai... L'objet le plus grand que j'ai... qui est passé dans Lyon. Hein. 1,6 km, il m'a dit même. Il a dit, tu sais, après avec les doigts, le poing, les doigts comme ça, etc. Pour voir, après il a fait les mesures et il a dit ça faisait 1,6 km, ça faisait 800 mètres de large. Incroyable. Tu te rends compte un peu? Ah oui, c'est un truc comme ça. Alors bien sûr, il n'y avait pas d'humanoïde, il n'a pas vu d'humanoïde, mais il a dit c'était. Puis il dit ça volait lentement. C'est ça la vitesse que j'allais dire. J'ai dit un truc comme ça décroche. Un machin aussi énorme que ça décroche, et puis ça s'écrase. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que j'avais fait une petite enquête là, sur le triangle à Rognier et c'était écluse, et puis qui est répertorié dans ton livre. Il y avait corrélation avec un gars à Auxerre et tout ça. Et, mais c'est ce que je disais au témoin qui m'expliquait. Je lui dis, mais non, mais un furtif,
En dessous de 300 km/h, il décroche, il s'écrase. Oui, oui, oui. Alors que là, Oui, le truc, il faisait du oui, statique. oui, oui, À la cime des arbres. oui, C'était oui, statique. oui, oui. Donc là, en avion, non, c'est pas possible. Non, non, mais c'est pas Il possible. n'y a aucun non. bruit. C'est pas possible, Donc, oui, là, c'est on pas est face à possible. un truc qu'on ne Oui, peut pas oui. expliquer. Hein. Oui, oui, Et ça, les triangles, ouais, il y en a eu quand même pas mal. Hein. oui, oui. Pas spécialement que dans les années 2000. Hein. J'ai fait quelques recherches. Ah ben maintenant, le triangle est apparu, je sais pas, mais plutôt à l'époque moderne, disons, dans les époques modernes. Ouais, ouais. Avant, il n'y en avait pas tant que ça. Dans les années 54, on n'avait pas trop de triangles. Pas trop, non. Mais maintenant, En 77. ouais, on a commencé à en trouver après par la suite. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bah, la vague de 54, de toute façon, il y avait un peu de tout, en fait. Hein. Oui, il y a eu Vraiment, tout. Il y a eu des formes, sphères, hein. des disques, des cigares, même des formes quelconques, des trapèzes, C'est ça qui est incroyable. comme des demi-lunes, là, des demi-lunes, des croissants de lune, des trucs comme ça. Il y avait tout. Et donc oui, par contre, les formes des témoignages dans la vague de 54, par exemple, par rapport à la vague moderne, c'est vrai que les formes, on dirait, enfin c'est bizarre, mais on dirait que c'était un peu plus archaïque. Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait tout simplement de soucoupes volantes. On ne Ouais. parlait pas d'ovnis. Objet volant non identifié, objet volant non identifié, ça résume plein de choses, Ça, ouais. toutes les formes. Mais les soucoupes volantes, c'est vraiment la forme Ouais, se coupe, ouais. concave et convexe qui réunit, qui est Ah oui. soudée par le milieu, si tu veux. Tu vois, Ouais, c'est- ouais, je vois bien, ouais. Ouais. Et ces dernières années, il y a moins de cas ou J'ai toujours des cas, hein. J'en ai eu l'année dernière, j'en ai eu cette année, il y a moins de cas, mais j'ai plus de cas anciens par exemple qui arrivent justement avec mes affiches, les gens qui me disent D'accord, ah ben il y a qu'est-ce qu'il y a 4 ans, il y a 5 ans, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il y en a encore qui parlent parce que je vais coller dans des endroits où j'ai jamais collé, par exemple. Il y a des gens qui me rapportent des témoignages comme ça. Mais là, j'ai en mai 2023, au pied d'Alou à Auxerre, à la sortie d'Auxerre, la sortie qui va sur Écolive, dans ces coins-là, Jussy, etc. J'ai eu un témoignage, un gars qui a vu un cigare avec des hublots carrés, mais énorme, hein, un truc énorme. Qui éclairait bleu de l'intérieur, et éclairé de l'intérieur bleu, et puis qui est parti en direction d'un ballon. Tiens, j'ai des témoins ici, Daniel qui s'occupe de mon blog. Il a vu à peu près en septembre 2023, lui, il a vu comme tu sais, les boules à sucre sur D'accord, oui. les comptoirs de bar. Je vois ce que tu Tu vois, c'est une boule avec un couvercle, etc. Et bien, il avait une boule complète, et puis comme si tu avais soulevé le couvercle, et puis d'un seul coup, tu vois, une forme comme ça qui a disparu, sur place, comme si tu la gommais. Ah oui. D'ailleurs, il est tellement surpris, il a failli rentrer dans la voiture devant lui. Ouais, il faut être surpris, hein, c'est clair. Drôle de forme encore, ça. Mais j'ai pas mal de... J'en ai encore, hein, des témoignages actuels. Tu vois, là, il y a une dame là, avec qui je discutais là tout à l'heure, là, qui m'a apporté un témoignage là d'il y a quelques jours. Sur la direction du Mont-Tholon, des sphères qui se baladaient, etc., dans tous les sens. Et tout. Ah oui, la dame qui paraît. Oui, on a entendu son nom. Là, c'est tout récent, c'était cette semaine. Oui, c'est tout récent. Ouais. Là, j'ai un monsieur, là, je crois qu'il est arrivé, là. Je crois qu'il est là. Il m'a vu une sphère blanche qui faisait presque les 3/4 de la Lune. Je crois que je sais plus, c'est pas aujourd'hui, c'est hier, vers les 15h, etc., entre Lindry et Charbuy. Il l'a vu dans le ciel qui était fixe et puis qui d'un seul coup qui est parti à une vitesse à la verticale absolument faramineuse, quelque chose d'inhumain, quoi, quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Ouais, c'est pas une fusée c'est plus vite qu'une fusée encore, c'est quelque chose de... ça part comme un éclair en un éclair, quoi. Ouais, même plus vite que ça, quoi. Visibilité, ouais. Il n'a pas compris ce que c'était. Et toi, tu aurais une théorie sur tout ça, en fait Non, moi, je sais pas, moi, je me prononce pas, parce que j'ai peur
Je suis prudent, j'ai peur de... Il y a tellement de théories, comme je dis, il y a autant de théories qu'il y a d'ufologues presque. Ouais, c'est clair. Je ne veux pas me prononcer, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose. Quelque chose, si c'est pas terrestre, c'est extraterrestre. Ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extraterrestre. Ça, j'en suis sûr. Parce que d'après les témoignages, c'est pas un témoignage, c'est pas deux témoignages qui pourraient prêter à confusion, enfin à discussion. C'est 15 millions de témoignages qu'il y a eu dans le monde. Même plus que ça, même plus que ça. Et toujours les mêmes choses qui sont rapportées. C'est ça, oui, les comportements. Toujours les mêmes choses. Il y a quelque chose, et c'est pas humain, c'est pas... Le comportement des objets, il n'est pas humain. Les humanoïdes, ils sont bizarres. Enfin, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, mais il y a quelque chose en plus. Il y a ce qu'on appelle les petits gris, il y a les grands blonds, il y a ceci, il y a cela, et on en retrouve ça aux 4 coins de la planète, aussi bien dans les rivières asiatiques, par ici, que dans les pays nordiques, en Amérique du Sud, tu retrouveras toujours les mêmes descriptions. C'est ça qui est fou, c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis d'accord avec toi, je pense pareil. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, comme ils disent, les entités exogènes. Quoi, oui, il y a quelque chose, oui. Ouais. Et ça vaut le coup de se passionner et de s'intéresser à ça. Parce que c'est vraiment, à mon avis, je ne sais pas si ces gens-là, si ces formes de vie-là ont des millions ou des milliers d'années d'avance sur nous, ils auront toujours un train, ou comme on dit, d'avance sur nous, ou plusieurs trains d'avance sur nous. Ce qui fait qu'on ne sera peut-être jamais amené à comprendre vraiment ce qui se passe. Ah oui, de parler. Parce qu'on n'arrivera jamais à les rattraper. Ouais, et puis rien que, dans leur technologie, dans leur... quand tu vois les déplacements et tout ça, c'est phénoménal. Voilà. Et je disais, d'un autre côté, on fait quand même des progrès, hein, ils sont quand même pas négligeables, les progrès qu'on fait. Alors si un jour on trouve l'antigravitation, à mon avis, en Amérique, il y a certainement quelque chose de ce côté-là qui est intéressant, qui a été découvert et on ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais enfin, il n'y a pas de fuite, mais ça ne m'étonne pas d'ailleurs, hein, parce que quand ils ont fait la base 51, il n'y avait pas de fuite. Hein, tout ce qui se faisait sur la base 51, pendant des années, il n'y a jamais eu de fuite. Et puis donc, si l'antigravitation sort en plein jour, et puis qu'on a des vaisseaux antigravitationnels, là on verra une autre technologie. Ouais. Une dernière chose, tu penses qu'un jour il y en aura une divulgation? Parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un début, je dirais qu'il y a un début pour le moment. Ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple, il y a un début, il y a un début. Mais alors, c'est marrant parce que on a Bob Lazar, on a Crush, on a tous ces gars-là, on a Elizondo, Luis Elizondo. Oui. On les a vus, ils ont fait la une de tous les journaux. Et puis après, plus rien. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont été menacés de mort, parce qu'on les a fait taire, ou parce que c'était des gens qui étaient là pour intoxiquer. Il y a ça aussi, on dit que la désinformation, certains, des fois ils agissent comme ça. Aux États-Unis, la désinformation, aussi bien en URSS qu'aux États-Unis, c'est les rois. Hein. Ouais. Ils s'y connaissent là-dedans. Ouais, information et désinformation, c'est leur grand truc. Hein. Ouais. Alors, donc avec eux, il faut se méfier. C'est clair, rien que Roswell, tout ce qui est autour, faire la part des choses, maintenant c'est compliqué. Oui, on ne sait plus où on en est. C'est ça. On sait plus. Et le but, c'est ça. Ouais. C'est vrai que moi j'avais espoir l'année dernière avec Crush, quoi, le congrès et tout, j'ai dit putain c'est incroyable quoi. Voilà, le but, on ne sait plus où on en est au bout d'un certain temps. On ne sait plus qui. Mais alors, voilà. Mais à mon avis, il y a quand même un début de divulgation. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais à mon avis, tôt ou tard, ils seront bien obligés de... Par exemple, quand Obama a été élu, il avait mis une ligne téléphonique ou une boîte aux lettres en disant quelle est la question que vous voudriez me poser en premier, qui vous préoccupe le plus. Qu'est-ce qui était arrivé, les ovnis? Tout le monde voulait savoir. Regarde le jour où le GEPAN a mis en ligne tous ces documents qu'il avait sur les ovnis en France.
Le site, il a été saturé pendant je ne sais pas combien de jours au CNES, il ne pouvait plus du tout utiliser les ordinateurs, tout était bloqué. Ah oui. Tellement il y avait de monde qui se connectait. Oui. Ouais, comme quoi, ouais. Ça passionne les gens veulent savoir. Et tant qu'il y en aura de plus en plus qui voudront savoir, il y en a qui iront de plus en plus loin. Et ils finiront bien, à mon avis, par Et surtout que maintenant, il y a, la moindre personne a un téléphone. Voilà, filmer, et puis avec Internet, donné, et puis il y a Internet, tu sais, ça a fait du mal, Internet. Hein. Ouais. Alors c'est pareil, maintenant avec Internet, faut faire la part des choses. Faut faire le tri, quoi. Ouais. Mais c'est sûr, c'est intéressant. Ok, je te remercie Rémi. Mais il n'y a pas de quoi, hein, à ta disposition. Très intéressant. Je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt.